Je ne suis pas médecin. Donc ce sera parole de juriste. Je ne suis pas médecin, mais je suis entouré de médecins. Et j'ai appris que parfois, dans un certain nombre de mots valises, de mots perroquets, de concepts, nous utilisions les mêmes mots, mais nous y mettions bien des sens différents. Et donc il est nécessaire, quand on pratique l'interdisciplinarité, comme on le fait depuis les premières assises, d'avoir la curiosité d'esprit. Et je parle bien de pratiquer l'interdisciplinarité, non pas d'en parler. Hein. Là aussi, comme aurait pu le dire Lucille Lambert-Garrel, il y a les croyants, il y a les pratiquants. Jacques, nous pratiquons l'interdisciplinarité et nous ne faisons pas qu'en parler. Alors, que dit la médecine à travers son Académie nationale, dans son dictionnaire médical, qui est en ligne, qui est gratuit, que j'ai encore consulté hier? Que dit la médecine de l'embryon et du fœtus? Ils sont ainsi définis. Première période du développement de l'œuf après la fécondation, et Tala Naori nous a fait un magnifique digeste en 20 minutes de ce qu'elle doit enseigner en plusieurs années, pourtant à l'élite intellectuelle de la nation. Rendez-vous compte à quel point il nous a rendus intelligents. Et puis le fœtus, produit de conception au-delà des 2 premiers mois du développement. C'est un petit peu schématique hein, comme définition pour une académie. Peut-être aurait-on besoin de plus de précision. Alors, les questions du statut de l'enfant à naître, dans lesquelles on range, vous savez, les juristes sont comme les entomologistes. Ils aiment bien ranger, classer, mettre dans des catégories, des armoires, sauf que généralement, contrairement à ceux qui pratiquent les sciences, nous ne faisons que de la techné, nous savons compter jusqu'à 2. Ce qui est assez simple pour le rangement, d'ailleurs tout le monde sait que je suis quelqu'un de particulièrement ordonné, c'est bien pour ça que mon bureau se visite. Compter jusqu'à 2, c'est facile. C'est facile, mais sur une question très complexe. Question très complexe parce que d'abord très ancienne et donc une vraie sédimentation à la fois théologique mais pas seulement. Quelques exemples pour illustrer qu'on en parle depuis longtemps. Comment ne pas évoquer la naissance de la médecine? Le mythe d'Asclépios. Lorsque Apollon, dieu coquin, jette son dévolu sur la nymphe, mortelle donc, Coronis, qui, bien qu'elle soit enceinte des œuvres de son divin amant, mais la cuisse quelque peu légère, va avoir quelque tendresse pour un autre mortel. La sœur jumelle d'Apollon, Artémis, raconte ce qu'elle a vu derrière le buisson à son frère. Qui décoche la flèche? On ne sait pas, d'Apollon ou d'Artémis. Il n'en reste pas moins que Coronis décède. Porté sur le bûcher par Apollon, Apollon va pratiquer la première césarienne post-mortem et faire naître la médecine. Asclépios naît d'une césarienne post-mortem. Confié au centaure Chiron, il sera le filleul d'Athéna qui lui remet du sang de la Gorgone. Il peut ramener à la vie tous les malades. Il abuse, il mésuse du sang de la Gorgone. Le dieu des enfers se plaint au patron, à Zeus, qui pratique une Claude François sur Asclépios. Moralité, le médecin n'est pas un trompe-la-mort. En gériatrie, en néonate. La médecine naît d'une césarienne post-mortem. La médecine était en germe, mais elle naît. Elle naît, donc elle est. Mais elle n'est que quand elle est née. Passons. Gibbon nous raconte dans l'histoire de Byzance que l'empereur de Perse, un des rois de Perse, sera couronné in utero. Chat pour deux, le chat de Perse, chat pour deux, sera couronné pars viscerum matris, dans le sein de sa mère. On pose la couronne sur le ventre de la mère et les satrapes se prosternent devant
l'endroit dans lequel l'héritier était supposé se trouver. Alors, vous allez dire, ça se passe en Perse, ces gens-là sont un peu bizarres. Jean Ier le posthume, fils de Louis X le Hutin, le coléreux. Jean Ier le posthume devient roi à sa naissance alors qu'il n'était pas encore né à la mort de Louis X. Dans cette phase de fin de gestation, dans cette phase gestationnelle, il était monarque de droit divin alors qu'il n'était pas encore né. Alors, je ne suis pas ici pour parler d'histoire et encore moins pour en raconter, mais parfois, regarder en arrière permet aussi de comprendre où nous sommes et surtout où nous allons, le tout dans un cadre normatif où parfois des confusions sont opérées. Vous vous souvenez de votre Gaffio où vous avez appris que norma c'est la règle, mais c'est la règle au sens de cet instrument de torture, de traitement inhumain et dégradant sur les jeunes générations. Nous les avons tous subis, pardon pour celles qui en ont usé sur mes propres enfants. Norma, la règle, passe de la géométrie à la régulation des rapports sociaux et la norme devient juridique. Mais tout moyen d'encadrement de la vie en société n'est pas exclusivement réservé au droit. Et d'ailleurs, parfois dans les études des soignants, des professionnels de santé, on va un peu confondre parce que l'on étudie le droit médical, la déontologie, l'éthique médicale en même temps. Dans les études infirmières, par exemple, il y a une unité d'enseignement, législation et éthique. Droit et éthique, en même temps. En même temps ne veut pas dire qu'on est condamné à les confondre, on est condamné à les confondre si on ne nous a pas appris à les distinguer. Il faut donc les distinguer. C'est essentiel parce que toutes les normes qui gouvernent la vie des hommes en société ne sont pas toutes des règles de droit. Et une des règles qui aujourd'hui prend non pas toute la place, mais bien de la place, au point que parfois on peut dire qu'il s'agit d'un alibi. Didier Sicard, président d'honneur du comité consultatif d'éthique, l'alibi éthique. C'est fashion, c'est tendance, c'est mode. Il faut mettre de l'éthique dans la franchise, dans la police nationale. Passons. Il y a une norme éthique, il y a une norme déontologique, déonlogos, le discours des devoirs, il y a une norme juridique. Et s'il appartient au droit à l'éthique, de dire ce qui peut être, l'éthique est le champ des possibles, notamment sur un plan technique, puisque toute médecine est une techné, mais toute médecine est palliative au sens du pallium, le manteau du légionnaire romain qui sert non pas à recouvrir et à cacher, mais à protéger. Toute médecine devrait être protectrice, elle doit être utile, mais surtout ne pas nuire, avoir en toute maladie deux choses en vue, être utile ou du moins ne pas nuire. Ce qui peut être tout le champ des possibles, et on a bien vu que dans ce monde en mouvement, dans cette science en mouvement, les possibles sont en train de s'accélérer de manière absolument vertigineuse. Et puis il y a un moment où la société dit « mais ces possibles sont-ils souhaitables ?» Et le souhaitable, c'est le droit qui l'encadre. Et dans une démocratie, le droit est l'expression, parce que la loi est l'expression de la volonté du peuple. On peut critiquer la démocratie, mais il suffit de voyager pour voir que finalement, ce n'est pas le pire des régimes. C'est le pire des régimes, mis à part tous les autres, disait un certain Premier ministre de Sa Gracieuse Majesté. Alors, le droit mécanisme d'encadrement du fait social, disait Durkheim, nécessite que nous nous intéressions à ce fait social. De quoi s'agit-il ici? De quoi parlons-nous? De la vie avant sa vie? La vie avant la naissance, la vie avant sa vie de personne, de sujet de droit. Quel est le statut du fœtus, de l'embryon, voire du préembryon, si le concept est traduisible en droit? De quel droit s'agit-il aussi? Parce que Antigone répond à Créon. Elle a osé donner une sépulture à Polynice,
et Créon le lui reproche. Ainsi tu as osé violer mes lois. Je n'ai pas cru que tes édits, tes lois humaines, puissent l'emporter sur les lois non écrites et immuables des dieux, puisque tu n'es qu'un mortel. Qui a raison de ce qu'évoquait Lucile précédemment et de ce que je vais dire? Où se place la science, la conscience, le souhaitable, les possibles, le licite, l'illicite, le permis, l'interdit, le tolérer, le sanctionner, et je vais m'arrêter ici. Pour cela, nous avons construit des règles de bioéthique, d'éthique de la vie, des lois d'éthique de la vie. Donc on a pris une sorte de checker et on a mis de l'éthique du droit, on a fait de la loi éthique. Curieux. À propos de la vie, loi de bioéthique. Règles de conduite que la société s'assigne pour faire face, arbitrer des dilemmes nés des avancées des sciences de la vie. Ce sont des lois, c'est du droit. Je peux en parler. Le droit, c'est quelque chose de relatif. Michel de Montaigne le disait. Pascal l'a un petit peu réécrit d'une autre manière. Quelle vérité est-ce que ces montagnes bornes, mensonge au monde qui se tient au-delà? Ce qui est vrai en Espagne, 963 € l'ovocyte, n'est pas vrai en France. Est-ce que parce que c'est vrai et licite en Espagne, nous devons nous plier? Relativité du droit donc, voilà un magnifique site ukrainien dont je reparlerai demain, de gestation pour autrui. L'enfant cheap, 9 900 €, mais succès garanti. Le pack, succès garanti, il y a une promotion de Noël d'ailleurs, attendez, il est à 5 000 €. Et puis vous avez le pack tout est compris, satisfait, presque remboursé, et puis le pack tout est compris VIP, avec cette mention en haut, la gestation pour autrui est une magnifique technique de location d'utérus. Si c'était gratuit, ce serait un commoda, un prêt à usage. Alors dans tout ça, le juriste est un peu perdu, désorienté, perplexe souvent. Quel est le statut de l'embryon? Alors on connaît, on l'a vu avec Lucile Lambergal tout à l'heure, la thèse de la fusion immédiate. Tertullien, chapitre 9. De même que le fruit est déjà dans le germe. Le fruit est déjà dans le germe. La cerise est déjà dans le germe du noyau. Fusion immédiate par la copula carnalis. C'est pas très avouable, mais c'est quand même le mode le plus agréable de reproduction. Par la copula carnalis, par sa conséquence, la fécondation, le spermatozoïde pénétrant l'ovocyte, que l'on nous a montré tout à l'heure, il y a germe, donc il y a fruit. Fusion immédiate, l'humanité commence à cette fusion. Au commencement, il y a humanité. Alors par rapport à ça, la norme contemporaine, elle est gênée, et on voit bien qu'elle est gênée quand on relit l'avis numéro 1 du CCNE, 1984. C'est pas une fusion immédiate, c'est pas une fusion différée. Ça commence à la naissance, à l'expulsion, vivant, viable, c'était carré. Ça commence au tout début, à la fécondation. Et le CCNE, il hésite. Et donc il va inventer la théorie de la fusion potentielle, personne humaine potentielle. C'est une potentialité d'humanité, mais c'est pas une personne. C'est une personne qui n'est que potentielle. Alors tout ça n'est que de l'éthique, mais ça va nous éclairer. Entre la fusion immédiate, la fusion différée, il y a théorie de la fusion potentielle. Alors vous n'arrivez pas à lire, donc je vais vous décrire ce que c'est. Ce sont pour moi, tous sous les principaux avis qui ont été rendus et qui touchent de près ou de loin à la question de l'embryon et du fœtus. Et là, on voit que l'on passe d'une question prioritaire dans les années 80-90, on va jusque dans les années 90, fin des années 90,
jusqu'à l'avis 53, avoir de très nombreux avis sur ces questions-là. Alors pourquoi, surtout dans les années 80 ? Parce que la loi Veil est encore très proche. Et puis on arrive aux années 2000 et surtout 2010, l'embryon a disparu des radars. C'est plus une question. Ce n'est plus une question au sens, ça n'est plus une question qu'on pose. D'ailleurs, les dernières questions qui ont été posées, c'est plus sur le statut de l'embryon, mais c'est est-ce qu'il peut faire l'objet de recherche ? Au début, c'était est-ce qu'on peut interrompre la vie ? Est-ce qu'on peut faire des diagnostics ? Et les questions deviennent, on peut détruire, on peut faire de la recherche, on a chosifié. Non pas sciemment, mais très insidieusement, à partir des questions qui sont posées dans une saisine, vous chosifiez ou vous réifiez ou au contraire, vous maintenez cette tension autour de l'humanité et de la personnalité. Et on voit bien que ça disparaît progressivement des préoccupations, non pas du comité d'éthique, mais de celles des autorités qui sont en charge d'interroger le comité d'éthique. Parce que le comité d'éthique, bien sûr, peut s'autosaisir, mais il a déjà pas mal de travail. Et donc l'embryon et le fœtus disparaissent quelque peu, pas totalement, parce qu'on attend encore un avis très important, mais on attend depuis tellement de temps que, comme Pénélope, enfin, c'est l'Ulysse, on pourrait attendre encore bien longtemps. Oui, il faut prendre quelques précautions sémantiques de nos jours, même si l'universitaire n'est pas tenu au devoir de réserve, je vous le rappelle. Loi de 1975 relative à l'interruption de grossesse. La loi garantit le respect de tout être humain dès le commencement de la vie, qui devient, dans la codification des premières lois de bioéthique, la loi sur la primauté de la personne. La personne est le première, elle prime sur les choses, persona res, concept cicéronien dignitas. La dignité ne recouvre que la personne et non pas les choses, étant précisé que pour Cicéron, il y a des humains qui sont des choses, servus, serva, l'esclave. La loi sur la primauté de la personne interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être, pas de la personne, de l'être humain, dès le commencement de sa vie. Respect de l'être humain dès le commencement de la vie devient dès le commencement de sa vie. Montons son, matassa, métessé, nos voleurs, notre votre leur, adjectif possessif, sa vie de personne, mais de sa vie de personne en tant que sujet de droit. Ce n'est pas le commencement de la vie qui est protégé, c'est le commencement de sa vie de sujet de droit, c'est-à-dire vivant, viable, après l'expulsion. Un principe matriciel néanmoins, la dignité, et dans sa décision de 1994, une décision fondatrice, le Conseil constitutionnel dit bien que l'on respecte l'être humain dès le commencement de sa vie et tous ses principes, inviolabilité, intégrité, de caractère non patrimonial du corps humain, protection de l'espèce humaine, participent à assurer le respect du principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité de la personne humaine. Alors, je l'ai dit, nous sommes des entomologistes, on aime bien classer les choses, mais on compte jusqu'à 2 pour le prouver. Livre 1er du Code civil des personnes, livre 2 des biens. Persona, res, personne, chose. L'embryon puis le fœtus, on les met où ? On les met dans le livre 1er ou on les met dans le livre 2 ? Si vous le mettez dans le livre 2, c'est une chose. Si vous le mettez dans le livre 1er, c'est une personne. Chose ? Non, c'est impossible. Mais personne, c'est pas non plus possible. Et il n'y a pas de troisième catégorie, certains l'appellent, pour y mettre pêle-mêle les cadavres, chose ou personne. L'humain avant sa vie, le produit d'interruption de grossesse, les animaux, ces êtres sensibles, le cruit de l'huître quand elle reçoit la goutte de citron, c'est quand même assez déchirant, mais au même titre que la tomate qui rougit ou que la vigne qui pleure.
je dis des bêtises. Je suis chasseur, ça doit expliquer les choses. Personne, chose. L'embryon n'est pas une chose. Le fœtus n'est pas une chose, mais il n'est pas une personne. Ou plutôt, il n'est pas une personne autonome. Il est pars viscerum matris, dans le sein de sa mère, élément du corps de sa mère. Or, chapitre 2 de ce livre premier, du respect du corps humain. Le corps n'est pas une chose, le corps est l'élément vivant, le substratum de la personne. L'embryon et le fœtus, en tant qu'éléments du corps de la mère, sont la personne de leur mère. Je n'ai pas un corps. Je suis mon corps, en droit. Et puis les choses évoluent un petit peu. Alors, l'enfant à naître, dans le droit, on le met sur quel plateau de la balance? Chose, personne, personne, chose. Qu'est-ce qui pèse le plus lourd? Sa personnalité ou sa réité? Bien, on va le voir rapidement. Les choses sont évidentes. Ce n'est pas une chose, c'est plutôt une personne, mais la personne de sa mère. Sont évidentes, mais pas tant que ça. D'abord, faut-il considérer que c'est la même chose, idem est, de parler de cette vie avant la vie, in vivo et in vitro. On a rarement dit maman un bidon d'azote liquide. L'embryon, le fœtus, dans le sein de la mère, pars viscerum matris, et l'embryon congelé, sont-ils analogues? Pas intellectuellement, juridiquement. Ou peut-on envisager de les distinguer? Le juriste répondra non. Ubi lex non distinguit, nec nos non distinguere debemus. Si la loi ne distingue pas, il n'y a pas lieu de distinguer, on ne peut pas les distinguer. Et pourtant, les situations ne sont pas tout à fait équivalentes. Alors on va aller chercher toujours dans un certain nombre de livres très contemporains des maximes pour nous aider. Infans conceptus pronato habetur quoties de commodis eius agitur. L'enfant conçu a la personnalité dès lors que cela peut être créateur de droit, lui être profitable. Oui, mais ça c'est une règle de droit des successions. L'enfant conçu peut hériter les biens de son auteur. Si et seulement si, ayant été conçu, il n'est viable. Donc cette maxime, qui n'est qu'une maxime de droit des successions à l'origine, mais nécessite quand même que l'enfant qui potentiellement peut hériter alors qu'il n'est pas encore né, il est encore dans le sein de la mère, nécessite que pour accéder à ces droits pléniers, il naisse vivant et viable, finalement. Le droit va même plus loin en droit du contrat d'assurance vie, qui est en fait un contrat en cas d'assurance décès. On peut constituer un capital d'assurance vie sur une personne non pas conceptus, non encore conçue. C'est un autre problème, hein. La personnalité de celui qui n'est même pas conçu. Alors, il y a aussi des éléments pour nous aider. La déclaration d'enfant né sans vie. Déclaration d'enfant né sans vie, parce que les parents qui perdent un enfant avant le terme, soit de façon naturelle, une fausse couche, soit par une interruption médicale de grossesse, peuvent faire établir un certificat d'enfant né sans vie qui ne reconnaît pas la personnalité juridique à cet enfant, mais qui lui donne une trace familiale, livret de famille par exemple, acte de naissance, permettent de faire le deuil de celui qui n'était pas né. Symboliquement, ça veut quand même dire que c'est pas tout à fait une chose, c'est pas tout à fait une personne, mais on est quand même plus près de la personne que de la chose. Alors avec la Cour de cassation qui en 2008 dit « L'acte d'enfant sans vie n'est plus subordonné ni au poids ni à la durée de la grossesse, c'est-à-dire n'est pas subordonné à la viabilité de celui qui ne naîtra pas. » Donc ça peut commencer très tôt. Et immédiatement, le pouvoir réglementaire est intervenu pour tempérer les ardeurs de la Cour de cassation. Le décret du 20 août 2008 précise, attention, un accouchement spontané peut conduire à un acte d'enfant sans vie, mais si,
et seulement si ce n'est pas une fausse couche précoce. Un enfant dont le cours a été interrompu pour des raisons médicales, interruption de grossesse pour des raisons médicales, peut faire l'objet d'une déclaration naissant en vie. Mais pas lorsque ce n'est, qu'une IVG. Et puis, il y a eu les recommandations de bonne pratique sur la fœtopathologie, par exemple, où un certain nombre de gens, disaient on doit, sur le plan sémantique, changer notre façon de parler. Un produit d'interruption de grossesse n'est pas un déchet hospitalier. C'était la classification. Ce qui doit choquer. Alors, je poursuis, je déroule. Peut-il y avoir un homicide sur fœtus ? Accident de la circulation, un chauffard percute la voiture d'une femme qui était enceinte, elle perd son enfant. Y a-t-il homicide involontaire ? Alors le doute était permis parce que certaines juridictions du fond, notamment à Lyon, où ce n'était pas un accident de la circulation, mais un accident médical. Le médecin un petit peu pressé va recevoir en consultation publique 2 patientes homonymes, 2 personnes asiatiques homonymes. L'une vient pour un suivi de grossesse, l'autre pour un retrait de stérilet. Et il appelle la patiente, l'une des 2 se lève, il va procéder au retrait de stérilet sur la femme qui venait pour un contrôle de sa grossesse, sans examen gynécologique préalable, sans interrogatoire. Médecine est une techné, oui, mais pas que. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme, disait le révérend docteur Rabelais. Pour autant, y a-t-il homicide ? Article 226.1, ancien article 319 du Code pénal, interprétation stricte de la règle pénale, de la règle répressive. Pour qu'il y ait homicide, il faut causer la mort d'autrui et il est nécessaire que autrui existe. Or, le fœtus n'est pas autrui, ce n'est pas une personne. Ça ne veut pas dire qu'il ne puisse pas y avoir de sanctions pénales contre le chauffard. Ça veut dire que ce n'est pas un féticide. Ce n'est pas un homicide sur fœtus. Ce sont des coups et blessures à l'encontre de la mère, puisque le fœtus est un élément de son corps. Donc, dire qu'il n'y a pas d'homicide involontaire sur fœtus ne veut pas dire qu'il n'y a pas de répression. Ça veut dire que l'on ne peut pas, par un raisonnement d'analogie, considérer en droit pénal que le fœtus est autrui. Mais ça nous indique quel est son statut, ou plutôt quel n'est pas son statut. Alors, ce qu'il est s'approche plus de la chose ou de la personne. Eh bien, c'est plutôt de la chose, puisque la Cour européenne des droits de l'homme nous dit, dans un arrêt contre France, sur la question justement de l'absence de qualification d'homicide sur fœtus, il n'est ni souhaitable ni possible actuellement de répondre dans l'abstrait à la question de savoir si l'enfant à naître est une personne. La Cour européenne des droits de l'homme nous dit c'est ni possible ni souhaitable de répondre à cette question. Donc on ne nous dira pas si au niveau du droit européen des droits de l'homme c'est une personne. Donc on ne sait pas si c'est une personne. En revanche, dans un autre arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme de 2015, l'article 1er du protocole additionnel de la Convention relative à la propriété ne s'applique pas à la question de la destruction, ou plutôt de l'interdiction de destruction des embryons surnuméraires par l'Italie. Le protocole sur la propriété ne s'applique pas dans la mesure où les embryons humains ne peuvent pas être réduits à des biens. Donc pour le droit européen des droits de l'homme, on sait ce qu'il n'est pas. Il n'est pas une chose. Mais on n'est pas certain que ce soit une personne. Et pourtant, il faut bien le mettre dans un de ces 2 éléments de classement. Alors la problématique, je passe et je conclus. Pour la problématique éthique, personne humaine potentielle. Pour le droit, un statut contraint, mais surtout un statut en négatif, en creux. On sait ce qu'il n'est pas, et on sait ce qui est toléré sur son régime. Mais on connaît plus son régime juridique que sa nature juridique. Législation sur l'interruption de grossesse, sur l'assistance à la procréation et sur la recherche. Sur la recherche, c'est tout à fait symptomatique. On commence en 1994 par une interdiction avec des exceptions d'autorisation,
Et progressivement, on va arriver en 2013 à une recherche autorisée mais encadrée. Chosification probable, évolution législative validée par le Conseil constitutionnel. Finalement, il y a 2 points centraux sur la question de la nature juridique de l'embryon. 2 points centraux qui sont les droits de la femme sur son corps et les droits des parents sur la destinée d'un embryon. Droit de la femme sur son corps, et on voit bien que ce droit est en perpétuelle évolution, et c'est probablement une très bonne chose. Les contraintes mises par la loi pour l'interruption de grossesse de 1975 à 2016 vont aller régressant. La situation de détresse disparaît, interruption volontaire pour état de détresse. On passe de 10 à 12 semaines, le délai de réflexion finira lui aussi par disparaître. Et tout ça sera validé par le Conseil constitutionnel. Je ne l'évoquerai pas, je vous demanderai de me croire sur parole. Même chose pour le projet parental. Conception d'un embryon in vitro. Qui décide du sort de l'embryon? Les parents. Ont-ils un projet parental? Puisque l'on a poser la question du sort des embryons surnuméraires. Je n'ai pas le temps de m'étendre sur déjà la qualification de surnuméraire. Le sort de ces embryons en plus, qui le fixe? Les parents. Ont-ils un projet parental qui perdure? Ils décident de conserver. Lorsqu'ils n'ont plus de projet parental, on pourrait penser, c'est un abandon. Donc on va décider. Non, c'est eux qui vont décider du sort de ces surnuméraires. Plus de projet parental, ils peuvent consentir à ce que l'embryon soit accueilli par un autre couple pour que d'autres aient un projet parental. Ils peuvent décider que l'embryon puisse faire l'objet d'une recherche. Et ils peuvent aussi décider qu'il soit mis fin à la conservation de l'embryon. Destruction. Et là, le juriste aurait tendance à dire c'est peut-être de l'abusus. Et l'abusus est un des éléments du droit de propriété, mais si on ose parler de propriété, alors la chosification est complète. S'il y a un projet parental, l'embryon est plus près de la personne. S'il n'y a plus de projet parental et qu'on transfère pour un projet parental, il est toujours plus proche par sa nature de la personne. Si c'est une destruction où on le confie à la recherche, on a probablement avancé vers la chosification. Donc le Conseil constitutionnel, très pusillanime, c'est pas à moi de dire. Moi, j'ai pas la compétence du législateur, je suis juste là pour voir si la loi est conforme à la Constitution. Bon. Donc le Conseil constitutionnel ne veut pas se prononcer, la Cour européenne des droits de l'homme dit en l'état actuel, c'est ni possible ni souhaitable, donc on voit un parfait courage des très hautes juridictions. Alors, on hésite encore, et c'est pour ça que j'avais bien dit que c'était les doutes du juriste sur ce statut. Finalement, il y a plus un régime qu'un statut. Et quelques éléments de réflexion, de diapositive pour la réflexion, y compris sur l'assistance à la procréation. Soigner, disait Valérie, c'est un poème. À condition de se rappeler que poién et poiesis, en grec, cela veut dire création. Soigner, c'est une création. C'est pas un standard qu'on réitère. C'est une création, mais attention, c'est une création grâce à de la techné, des règles des artes, un art, mais un art humain. Quand je vois un tableau, je ne félicite pas la palette et le pinceau, mais l'artiste. Dans une création médicale, celui qui en est le responsable, c'est le soignant. Et il y a une différence entre le docteur Folamour et les médecins qui ont parlé ce matin. Et puis, une autre réflexion, et c'est, Jacques, tu peux respirer, c'est la dernière. Non, il est en apnée depuis au moins 10 minutes, donc je suis très très inquiet. Mais on a eu dans les précédentes assises M. Mifsud qui nous avait fait faire des concours d'apnée, donc il gère. Un des plus beaux textes de la médecine,
la prière médicale de Rabbi Moshe ben Maïmonide. Remplis mon âme d'amour pour l'art, la techné, l'art, mais aussi pour toutes les créatures. Fais que je sois modéré en tout, mais insatiable dans mon amour de la science, mais pas jusqu'au point de penser que je peux tout. Éloigne de moi l'idée que je peux tout. Et ça, peut-être faudrait-il, notre ami Marès évoquait l'évolution des études de médecine. La prière médicale, je crois qu'il faudrait l'enseigner. Et éloigne de moi l'idée que je peux tout, vous serez comme des dieux. Hein. Je crois que ça aussi, c'est une bonne boussole et une très belle limite qu'on peut se mettre. Dernière diapo, Jacques, j'en profite pour vous inviter mardi soir. Et je salue la présidente du comité local d'éthique, le docteur Geneviève Marguerite, qui est quelque part dans la salle, à une soirée, une fin de journée du comité local d'éthique autour des Lebensborn, avec le docteur Karine Maroget qui vient parler de son ouvrage, et je rappelle à ceux qui ne la connaîtraient pas qu'elle est née dans un Lebensborn. Et puis je parlerai un petit peu de ces questions-là, notamment autour de l'eugénos et de l'eugénisme. Donc si par hasard, sur le coup de 18h mardi, vous étiez du côté de la Colombière, vous n'y voyez aucune allusion, vous êtes cordialement invité, bien sûr, à venir. Voilà, Jacques, je vous remercie.